Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h47, merci d'être avec nous. Vous voulez réagir sur des sujets d'actu, vous nous appelez 0826 300 300. Le petit déjeuner politique ce matin avec Natacha Polony, Éric Revel et Philippe Bilger sur vos sujets aussi. Oui, petit déjeuner effectivement autour de l'actualité. Alors il y a le mouvement des Gilets jaunes ce week-end qui reprend, donc on va en parler dans un instant. Gare à l'incendie, c'est d'ailleurs le titre de Marianne, parce qu'il y a peut-être une convergence aussi avec les syndicats, retraite, climat, services public. Natacha Polony, c'est ce que vous sous-entendez dans ce titre? Ce qu'on sent, c'est qu'il y a des foyers actuellement un peu partout en France, différents points qui risquent de s'embraser, et certains espèrent la fameuse convergence des luttes. Le problème, c'est surtout de savoir si on n'est pas dans un pays qui est en tension, avec des rancœurs qui se sont creusées. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, tel qu'il s'est passé depuis un an, en fait, beaucoup de gens en sont ressortis encore plus écœurés qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'ils ont eu l'impression qu'un gros matelas de communication politique a été mis dessus, et que, en gros, le pouvoir va continuer comme avant. Donc la question, c'est de savoir comment on évite d'avoir un embrasement généralisé, une colère qui se manifeste de façon plus violente, et ça nécessiterait que le président de la République entendent cette colère, comprennent. Vous avez vu dans le Time, il dit ça a été bénéfique pour moi la crise des Gilets jaunes. Non mais c'est catastrophique. Écoutez, ça a été bénéfique pour lui, en gros parce qu'il a récupéré le truc. Et à côté de ça, pour éviter un débat sur les retraites, tout à coup, il décide que on va parler d'immigration. Enfin, c'est la pire façon de répondre aux inquiétudes des gens, de donner l'impression qu'on instrumentalise une thématique qui est une thématique importante, mais qu'on l'instrumentalise pour faire oublier l'autre qui est gênante. Ça n'est pas ça, répondre aux inquiétudes des Français. Philippe Bilger. Assez régulièrement, on annonce en France des foyers qui risquent de s'embraser. Et en général, ils ne s'embrasent pas. Moi, j'avais commis une erreur. Je pensais que les Gilets jaunes n'avaient pas disparu, mais qu'ils allaient se battre avec l'énergie du désespoir. Et je suis obligé de constater que leur cause existe encore et qu'on entend des Gilets jaunes persuadés que leur combat doit durer. Je ne sais plus sur quoi il va durer. Mais donc... quand même, si. Ils l'ont expliqué. Jérémy Clément était avec nous tout à l'heure. Le maire d'Uzès, qui lui n'est pas gilet jaune, mais il dit autour de nous, on le voit, les gilets jaunes, ils ont toujours du mal en fait à boucler. Enfin, il y a une France qui a du mal à boucler ses fins de mois. Le 15 qui a du mal, et c'est vrai, il y en a beaucoup. Oui, mais Patrick, cela ne s'inscrit pas dans le combat des gilets jaunes. C'est exactement ça. Mais non, je veux dire, c'est inscrit dans la quotidienneté de beaucoup de Français. Mais c'est ça, les gilets jaunes. Non. J'ai entendu d'autres gilets jaunes qui parlaient uniquement du RIC. Moi, j'ai entendu un gilet... mais ça, c'était aussi les moyens de parvenir en fait à quelque chose de... Disons, ce combat des Gilets jaunes, il s'inscrit dans la quotidienneté politique de tout le monde. C'est ça, les Gilets jaunes. C'est un peu tarte à la crème de rappeler à chaque rentrée, si vous voulez, quand même, que la rentrée va être chaude. Alors, c'est vrai qu'il y a un contexte politique qui est un peu particulier, mais souvenez-vous, à chaque fois que les analystes politiques, les commentateurs ont essayé de prévoir une crise, en général, elle ne s'est pas produite. Et quand ils ne l'ont pas prévu, en général, ça s'est enflammé. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc, une rentrée chaude cette année, on verra ce qui va se passer ce week-end. Mais moi, Natacha, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, parce que communication du président de la République et de son gouvernement, oui, vous avez raison. Enfin, on fait oublier le débat sur les retraites en lançant un pavé dans la mare de l'immigration. Mais enfin, il y a quand même eu des milliards qui ont été mis sur la table pour essayer, sinon de circonscrire le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas d'apporter une réponse sonnante et trébuchante à leurs problèmes qui sont bien réels. Donc, communication, vous avez raison, mais n'oubliez pas quand même les 10 ou 11 milliards d'euros qui ont été mis sur la table et dont d'ailleurs on ne sait pas exactement comment on va les financer. On repousse les critères de Maastricht et l'orthodoxie budgétaire française alors qu'on donne des leçons à la terre entière et en Europe. C'est pas mince. Pour ce qui est de l'orthodoxie budgétaire, on a un budget qui pour l'instant a une prévision de 2,1% de déficit. C'est à peu près ça que le gouvernement va boucler. On est en période de taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en s'endettant. Et on nous vend un budget qui
continue à nous faire croire que l'idéal, c'est surtout de compresser, d'éviter les dépenses. Or, là, ce qui serait intéressant, c'est pas de dépenser à tout va. En revanche, c'est d'investir massivement dans ce qui va être utile aux citoyens. Et c'était ça que voulaient les Gilets jaunes. C'est pas 10 milliards comme ça sur la table. C'est par exemple un grand plan d'infrastructure, parce que les infrastructures françaises sont dans un état épouvantable et que ça créerait de l'emploi. C'est un investissement dans la rénovation thermique des bâtiments, parce qu'il a été prouvé que ça, si l'État le fait massivement, ça rapporte immédiatement du pouvoir d'achat aux citoyens et ça améliore l'environnement. Donc il y a des tas de politiques comme ça qui nécessiteraient d'avoir une vision. Pardon donc de c'est vous pas couper, 10 milliards, non, mais c'est d'accord, un mais changement de logiciel. Excusez-moi, mais historiquement, on sait toujours quand commence la relance qu'on appelle keynésienne, c'est-à-dire on dépense. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on se réveille un matin et on se dit nous avons 2100 milliards d'euros de dette, si vous voulez. Donc c'est pas un petit sujet, parce que ce qu'on dit là pour faire de la dépense d'investissement plutôt que la dépense de structure, c'est quand même des générations futures qui vont être obligées de s'engouffrer et de rembourser cela. Alors on dit mais jamais. L'investissement ça rapporte, et l'Europe entière souffre de sous-investissement. C'est-à-dire que vous allez voir les infrastructures en Allemagne, c'est tout aussi catastrophique. Ça fait là, on est dans une obsession de la dette depuis plusieurs décennies, parce qu'on a adopté l'orthodoxie budgétaire allemande sans réfléchir que l'absence d'investissement est en train de faire crever l'Europe. Ce que vous dites, Natacha, c'est qu'il faut sortir de l'euro. Vous dites qu'il faut sortir de l'euro. Il faut réorienter les politiques. Il n'y a pas d'autre solution. Ce qui sous-entend l'avenir de l'euro, vous avez raison, c'est les politiques qui ont été décidées économiques, notamment sur le modèle de la Banque centrale à Francfort. Bon, mais si vous ne voulez plus respecter les critères sur lesquels on s'est engagé au niveau européen, alors que François Mitterrand était président de la République, il faut dire on laisse tomber l'euro. Et là, vous avez plus de doctrine budgétaire. Éric Revel, vous pouvez quand même pas nous expliquer qu'on est pieds et poings liés parce que ça a été décidé il y a 20 ans. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est pas quand une génération enferme une autre. Et là, vous êtes en train de nous dire l'Allemagne a décidé, donc on n'y peut rien, il faut suivre. Donc on va faire quoi ? On va crever sur place pour continuer à faire plaisir à la Banque centrale européenne. Mais vous savez, il y a des gens, et j'en faisais partie, qui historiquement disaient mais un seul taux d'intérêt en Europe pour gérer l'euro et pour gérer 24 conjonctures différentes, c'est une folie douce. C'est une folie douce. Mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Oui, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, il faut réorienter. Dites, c'est la disparition de l'euro. Non, ça n'est pas ça. Vous avez une manière de mener des politiques qui peut être différente, c'est-à-dire que vous pouvez, en effet, éviter de suivre les règles budgétaires qui sont dictées par l'Allemagne. Mais si vous me dites que c'est soit l'euro et on suit l'Allemagne, soit la sortie de l'euro, moi je n'y crois pas. Il y a d'autres politiques. Il suffit de mettre en place un bras de fer. Or là, vous nous dites non, on va pas faire de bras de fer, on va continuer comme ça. C'est aberrant. Moi, je suis fasciné de voir à quel point Natacha parvient à trouver des tendances profondes dans la lutte des Gilets jaunes. Je n'ai pas senti tout ça de manière aussi conceptuelle derrière. Mais c'était l'investissement, les appartements. Mais c'est les solutions. Vous imposez, ma chère Natacha, ce que vous pensez sur la cause des Gilets jaunes. Je n'impose rien. Je dis je n'appose ni n'impose rien. Je dis il y a une souffrance actuellement dans le pays, il y a des carences, les Gilets jaunes en ont fait part. Quelles sont les réponses qu'on apporte ? Et il me semble que les réponses qui concernent l'investissement, qui concernent la reconstitution de filières industrielles et agricoles, donc une forme de protectionnisme qu'il faut imposer à l'échelle de l'Europe, c'est une réponse. Les Gilets jaunes ne sont pas là pour dire quelles sont les réponses politiques au malaise qui est le leur. Ils sont là pour alerter. C'est aux politiques d'apporter des réponses. Or, le problème, c'est qu'elles n'y sont pas, les réponses. D'un mot, parce que tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord en écoutant l'édito économique d'Éric Revel, Natacha Polony, sur le commerce de proximité et le low cost. En 2 minutes. En 2 minutes, la logique du low cost est en train de tuer le capitalisme. C'est-à-dire que cette idée qu'il faudrait toujours produire à moindre coût sous prétexte d'apporter du pouvoir d'achat aux gens, en fait, les ruine. Pourquoi ? Parce que vous leur donnez un peu de pouvoir d'achat en faisant quoi ? En faisant produire à bas coût dans des endroits où
les normes environnementales et les normes sociales sont moins puissantes. Et le low cost à l'allemande, c'est ça qu'il a créé au départ. Il s'est appuyé sur les fermes-usines d'Allemagne de l'Est avec des travailleurs polonais sous-payés. C'est en train de ruiner l'agriculture française. Donc vous faites perdre du pouvoir d'achat aux gens puisque vous les mettez au chômage. C'est aberrant. Donc il faut reconstruire une économie locale. Certains dans le low cost, dans le hard discount, commencent à travailler sur l'économie de proximité, c'est-à-dire le local, mais à côté de ça, en maintenant un système qui ruine les producteurs. Oui, Natacha, mais bon, il y avait une actu qui était le rachat en cours de Leader Price, le français du groupe Casino. Moi, quand je fais un édito sur le hard discount en France, je ne prends pas la défense du hard discount. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça devient un mode de consommation qui est recherché. Alors, qui est recherché parce que les gens n'ont pas d'argent pour s'acheter des choses chères, mais qui devient aussi un mode de consommation. Et ça, les hard discounters, notamment en Allemagne, parce que je rappelais que c'est né en Allemagne, le hard discount, en fait, ils sont en train de prendre ce virage-là. C'est-à-dire que la critique que vous venez de leur adresser, ils l'ont en tête, me semble-t-il, je ne suis pas le représentant du hard discount depuis longtemps, et ils veulent faire rimer le côté petit prix avec le côté très mode nouvelle de consommation, de commerce de proximité, de circuit court. Donc ils ont ça en tête, à la fois pour mettre des enseignes très proches des gens, mais pour essayer aussi de ne plus incarner ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des produits de bas prix mais de mauvaise qualité, qui ruinent je suis d'accord avec vous à un point près. C'est que quand vous parlez de consommateur, justement, ça veut dire que le consommateur est aussi citoyen. Donc, nous dire, il y a eu en gros une mode du hard discount, c'est ne pas justement faire jouer aux citoyens leur rôle, c'est-à-dire leur rappeler que quand ils achètent, c'est un acte politique, c'est un choix, ils choisissent un système. Donc, c'est pas juste une question de mode, il s'agit de leur faire prendre conscience que suivant le produit qu'ils achètent, en fait, ils sont en train de décider de mettre au chômage leurs voisins, leurs cousins, etc. Absolument. Moi, je pense que ça va vous faire réagir 0826 300 300. Dans un instant, on va continuer en fait le débat pour ceux qui peuvent évidemment rester et réagir. Bien sûr que vous allez rester, Diane, qui est au téléphone au standard de Sud Radio, voudrait réagir sur les retraites. Donc préparez-vous, Éric Revel et Natacha Polony et Philippe Bilger. 8h58. L'actualité continue sur Sud Radio, évidemment. Ce midi, de midi à 13h, dans Berkov, dans tous ses états, André reviendra et consacrera une émission spéciale à Snowden. Il va recevoir Hugues Jalon, qui est le directeur des éditions du Seuil et éditeur d'Edward Snowden, évidemment, mais aussi Juan Branco, qui est conseiller de Julian Assange, auteur de Crépuscule. Donc voilà, une émission spéciale autour de Snowden, parce que il y a ce livre qui est sorti, il y a beaucoup d'interrogations aussi sur l'accueil ou non de Snowden. Dans 10 minutes maintenant aussi, on va parler rugby. Est-ce que la France peut gagner demain contre l'Argentine? Oui. C'est pas le cas en fait. Vous êtes très très partagés sur les réseaux sociaux. On va en parler avec nos invités. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Bilger? Gagner, c'est dur, mais après tout, impossible n'est pas français. Mais a priori, je ne jouerai pas ma chemise là-dessus. Enfin, perdre demain matin, c'est quasiment sortir de la poule et être éliminé. Donc, Daniel Herrero sera avec nous dans quelques minutes. François Trio aussi et Richard Esco. On va continuer sur nos sujets du jour et c'est Diane de Perpignan qui est avec nous. Bonjour Diane, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir toujours. Merci beaucoup Diane. Nous aussi, c'est un plaisir de vous avoir. On vous écoute. Merci. Oui, je téléphonais pour la retraite, parce que là, on parle de... Ça fait beaucoup, on en a parlé beaucoup. Et puis maintenant, le sujet de Macron, c'est les immigrés et tout ça. Et la retraite, elle va passer à côté. Et elle va passer, et sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça, il noie le poisson. Il est en train de noyer le poisson pour faire passer ce qu'il a envie de passer à côté. Voilà. Et la retraite, là, on va en pâtir énormément. Et ça, je ne comprends pas comment les gilets jaunes, on parle pollution, tout ça, d'accord. Mais moi, ça me touche la retraite. La pollution me touche. Moi, je dis que la pollution, c'est soi-même déjà qu'on devrait le faire par soi-même. S'éduquer nous-mêmes déjà. Parce qu'il manque énormément d'éducation là-dessus. Avant de toucher les autres. Mais la retraite, ça nous touche. Et ça va nous toucher tout le monde. Et les régimes spéciaux, il ne les touchera pas. Ça, c'est Diane, c'est vrai. Éric Revel, comme le disait Natacha Polony tout à l'heure, aujourd'hui, Emmanuel Macron a mis le sujet de l'immigration sur la table. Peut-être pour éviter de parler trop de cette réforme. En même temps, ça va durer dans le temps aussi, cette consultation. Oui, alors, moi, j'accepte le point que
le président de la République et son gouvernement lancent un nouveau débat, en l'occurrence celui de l'immigration, pour essayer d'avancer à pas feutrer sur les retraites. Mais les 42 régimes spéciaux qui existent en France, on voit bien la logique du système. Alors, cette réforme, je pense qu'elle aura des étapes. Moi, je veux croire, parce que je suis un peu naïf et je suis un bon garçon, que tout ça, ça laisse de la place à la concertation, vous voyez, et qu'en fait, le gouvernement s'est aperçu du problème et que M. Delevoye, qui est entré au gouvernement sans être ministre pour s'occuper de ce dossier, va avancer doucement parce que la rentrée peut être électrique, mais qu'on va concerter pour avancer progressivement vers une retraite. Si effectivement, ou bien, il y a deux hypothèses, ou bien, enfin, la première, c'est on met en avant le sujet de l'immigration et on fait rien sur les retraites, ça serait catastrophique aussi. On met en avant l'immigration et on fait quelque chose sur les retraites sans le dire. Ça, je ne le pense pas. Je veux plutôt croire que le gouvernement est sur le chemin de la concertation. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste comme Éric de tout ça. Je serais assez sur la longueur d'onde. Mais Patrick, je voudrais dire deux choses très rapidement. Il découvre le peuple avec ses propos qui sont totalement... Dans l'interview du Time, là. Totalement. Non, l'interview du Time, elle ne fait que reprendre ce qu'il avait déjà dit. Et ce qui me frappe, c'est à chaque fois chez Emmanuel Macron, le refus quand il est sous l'emprise du réel de dire ce qu'il pense. Les gilets jaunes, il les comprend depuis que théoriquement leur combat est terminé. Et donc à partir de là, depuis que les gilets jaunes ont terminé, c'est incroyable comme il les comprend et avec quelle lucidité il les analyse. Pour l'immigration, mon Dieu, c'est tardif tout cela. Il n'aurait pas pu commencer à en prendre conscience dès 2017 et au fond, il y a une forme de... Non mais il met un autre sujet sur la table parce qu'il y a les retraites et puis parce qu'il sait que d'un point de vue social, c'est assez mouvementé. Il y a beaucoup d'actions qui... les syndicats reprennent du poil de la bête. Il y a les gilets jaunes qui redémarrent demain. Moi, je ne crois pas, Patrick. Je crois que lors des européennes, il avait voulu évidemment conserver le Rassemblement national comme adversaire privilégié en le dénonçant éthiquement, et avec cette nouvelle page, d'une certaine manière, il s'en rapproche en prenant beaucoup de ce que le Rassemblement national a proposé, mais finalement, Philippe, pardon, et Patrick, finalement, le nouveau monde incarné, semble-t-il, par le président de la République, il reprend les ficelles de l'ancien monde en termes de communication. Parce que faisait Sarkozy ? Sarkozy, il imposait un agenda et un tempo médiatique, il sautait de sujet en sujet, les médias couraient derrière, et on avait aussi vite oublié le sujet précédent, que le sujet suivant était lancé. Bon, si c'est ça, la réforme de retraite, c'est une grave erreur, parce qu'il va commettre, à mon avis, le péché de passer à côté de la colère, des interrogations et des angoisses des gens sur leur avenir. Et ça va faire grossir la bulle du mécontentement. Ça ne va pas la rapetisser. Merci à tous les deux, donc Philippe Bilger et Éric Revel, Natacha Polony, Diane qui était au téléphone avec nous. Dans 5 minutes, on va passer, dans 2-3 minutes, on va passer un petit coup de fil à l'Ovalie. À l'Ovalie, mais à Michel Drucker également. Michel sera avec nous parce que il est parrain d'un salon de la biographie avec beaucoup d'auteurs ce week-end. C'est dans les Hauts-de-Seine, à Chaville. C'est le premier salon de la biographie et du roman historique en France, on en parlera avec lui tout à l'heure, et puis évidemment l'Ovalie. C'est ça. Le calme de France. Allez les Bleus, voilà. Enfin du positif. François Trio, Richard Esco, et puis on parlera aussi, vous allez voir aussi d'un autre sujet autour des brocantes, et tout à l'heure à 10h moins 10, 10h moins le quart. Et dans les deux cas, on attend vos appels 0826 300 300 pour nous donner vos pronostics peut-être sur l'équipe de France. Restez avec nous, 9h11.